Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Delagarde, je suis habituellement journaliste à France Info et donc très heureux d'être cet après-midi à Clichy-sous-Bois pour la présentation de ces grands enjeux de la métropole du Grand Paris, présentation de ce que l'on appelle le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, dont on va expliquer évidemment un peu mieux les tenants et les aboutissants d'ici quelques minutes. C'est la 3e réunion publique qui a lieu. On était au pavillon Baltard à Nogent la semaine dernière pour parler inondations et risques naturels. Il y a quelques jours, nous étions à la Halle Pajol à Paris pour évoquer la nature en ville. Et donc, aujourd'hui, pour parler de la rénovation des quartiers en difficulté. Il y aura 12 débats en tout qui vont se succéder à un rythme assez soutenu d'ici le 3 juillet prochain. On va en débattre cet après-midi, évidemment, avec vous dans la salle, avec également les internautes qui nous font le plaisir de nous suivre. Et je les salue tous, puisque nous sommes en streaming sur le site métropolegrandparis.fr/Scott. En même temps, s'ils nous suivent, c'est qu'ils doivent avoir déjà un tout petit peu l'adresse. L'idée de ces réunions, c'est vraiment de vous donner la parole. On a composé un plateau avec à la fois des élus et à la fois des experts pour être capable de répondre évidemment à toutes les questions que vous vous posez. Et donc ces réunions sont véritablement faites pour vous. Si vous avez évidemment des commentaires, et voilà, on n'est pas très nombreux cet après-midi, on a le temps, mais sinon, sachez qu'il y a un espace pour tout ça sur la plateforme dédiée de la métropole Grand Paris. Les internautes, alors vous allez pouvoir évidemment poser des questions, les internautes également peuvent poser des questions via leur compte Twitter sur le hashtag ScottMGP, MGP comme métropole du Grand Paris. Je vais appeler Ivan Itzkovitch, qui est conseiller métropolitain, animateur du comité de pilotage du SCOT, accessoirement, et c'est pas accessoire, maire adjoint de Rosny-sous-Bois, pas très loin d'ici. Un petit mot d'accueil. Qu'est-ce que vous attendez de ces réunions? Alors, 3 petits mots d'accueil. 3 petits mots d'accueil. Je voudrais avant tout excuser président Ollier qui, en ces week-ends estivaux, a un certain nombre d'obligations dans sa commune et qui, comme les 2 maires qui nous font l'honneur de nous accueillir sur leur territoire, a pas pu se déplacer jusqu'ici, mais m'a chargé de vous dire que il est très heureux qu'on puisse aller ici aujourd'hui aux ateliers Médicis à Clichy-Montfermeil, on va dire, pour parler de ce sujet des quartiers en difficulté. Je voudrais aussi, deuxième petit mot, remercier nos hôtes qui vont nous dire un petit mot juste après, nos 2 hôtes, parce que nous sommes sur la ville de Clichy, donc je remercie le maire de Clichy, Olivier Klein, président de l'ANRU, mais c'est un peu pareil, puisque nous sommes aussi sur le territoire de Clichy-Montfermeil, et je remercie Xavier Lemoine, le maire de Montfermeil, vice-président de la métropole, de nous accueillir dans leur ville, sur leur territoire, pour parler, et sur ce lieu, j'allais dire un peu symbolique, pas qu'un peu d'ailleurs, de ce qu'a été le travail fait pour rénover et repenser, plus que rénover, ces quartiers en difficulté, dans le cadre de politiques qui étaient précurseurs, qui étaient largement en avance sur leur temps, puisqu'ils ont dépassé les limites administratives de leur commune, ce qu'on fait à la métropole du Grand Paris pour travailler ensemble sur des problématiques qui étaient les mêmes, puisqu'ils se sont rendus compte que les populations ne connaissaient pas plus que ça les limites administratives, mais vivaient sur un territoire global et qu'il fallait une politique d'ensemble pour rénover ces quartiers, puisque c'est plusieurs quartiers. Et donc l'objectif, et pour répondre à votre question, Olivier Delagarde, c'est que on va à la rencontre des métropolitains dans ces 12 réunions. Le SCOT, c'est un peu technique comme sujet, mais en réalité, c'est qu'est-ce que sera la métropole dans 10, 15, 20 ans, comment on peut l'imaginer ensemble, avec un thème aujourd'hui, celui de la rénovation des quartiers en difficulté, comment dans les décisions qu'on va prendre dans les 10, 15 prochaines années, peut-être que nous serons plus élus, peut-être que d'autres suivront derrière nous, on va laisser une trace et des grandes orientations pour notamment construire et rénover tous ces quartiers, parce qu'il y en a encore qui ont besoin de l'être. Alors, je vais revenir vers vous, parce que je pense qu'il faut expliquer ce que c'est que cette métropole du Grand Paris, il faut expliquer ce que c'est que ce SCOT, même si, évidemment, derrière cet acronyme un peu barbare, en fait, il y a des réalités extrêmement tangibles, mais évidemment, on va faire venir
nos deux autres, comme vous le disiez, Xavier Lemoine, Olivier Klein, venez me rejoindre devant cette tribune et vous allez prendre les micros. Alors, Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, vice-président de la métropole à l'habitat et à la mixité et président de l'ANRU. Merci de nous accueillir. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, évidemment, le renouveau des quartiers en difficulté. Oui, merci de cette invitation. C'est une très bonne idée, je crois, de faire ce temps d'échange dans un lieu qui est réellement métropolitain. Ces ateliers Médicis, c'est un projet culturel au cœur de Montfermeil, de Clichy, de la Seine-Saint-Denis, du territoire, de la métropole, de la région Île-de-France, de ce département. Enfin, je crois que s'il y a un lieu métropolitain, c'est bien ces ateliers Médicis et réfléchir à cette cohérence territoriale, à cette réalité que peut-être des quartiers plus difficiles que d'autres à l'intérieur de cette métropole, le faire ici, je trouve que c'est une excellente idée. Alors évidemment, de quoi parle-t-on? De quartiers, de villes, de quartiers dans des villes. C'est la situation du renouvellement urbain et des quartiers dégradés. Elle est très plurielle. Je crois que personne n'est capable de donner une définition extrêmement précise et reproductible de ce qu'est un quartier dégradé, un quartier dans lequel on a besoin d'une intervention. Et en même temps, c'est plutôt rassurant parce que les outils d'intervention, ils doivent être à la fois massifs, singuliers et pluriels. Donc, et c'est ce qu'on fait. Enfin, on était avec Xavier Lemoine en train d'inaugurer un magnifique complexe sportif. Il paraît que vous êtes inséparables. Vous êtes de toute façon, quand on voit Olivier Klein, on se dit de toute façon Xavier Lemoine ne va pas tarder. C'est possible. En tout cas, mais c'est intéressant des élus qui fonctionnent comme ça. Non, mais oui, ça ne semble pas lui faire tabler. Si, au contraire. Mais il nous arrive de nous séparer. Mais ce qui est certain, et Yvan est dans cette logique-là, notre capacité à travailler ensemble, elle est faite parce que les habitants de ces quartiers-là ont besoin de cette cohésion, de cette capacité à travailler ensemble. Et c'est comme ça que nos prédécesseurs ont créé la communauté d'agglomération, communauté de communes à l'époque de Clichy-Montfermeil. C'est en se disant on va arrêter de se regarder en chien de fusil, faire des guerres picrocollines pour savoir où telle entreprise ou telle autre va venir s'installer, mais faisons ensemble un projet et partageons. Et je crois que c'est ce qu'ils ont réussi à faire et ce qu'on continue à faire ensemble dans l'intérêt des populations. Et en marchant, on se disait, ça sert à rien demain de faire la même chose dans un futur gymnase à Clichy-sous-Bois. Profitons de ce que tu as fait dans ton gymnase pour que moi, dans le mien, je fasse autre chose qui permette de compléter l'usage pour nos habitants. Xavier Lemoine, qu'est-ce que vous avez à rajouter après ce qu'a dit Olivier Klein? Je nous appelle les frères siamois, donc je ne vais pas répéter. C'est intéressant quand même ce duo de maires que vous formez, parce que, attendez, pardon de le dire, d'une manière générale, il y a plutôt des rivalités. Quand on regarde, quand on se promène un peu partout en France, entre deux mairies, entre deux communes, c'est souvent comme ça que ça fonctionne et pas là. J'ai une boutade qui dit qu'il y a moins de différence entre deux maires de banlieue de bords opposés qu'entre deux maires de villes tranquilles de même bord. Eux, ils ont le temps de se chicorer. Nous, on n'a pas le temps de nous chicorer. On a les mêmes urgences, les mêmes imprévus, les mêmes difficultés, les mêmes galères. Et donc, c'est inutile d'en rajouter en se disputant. Et c'est plutôt bon de les soulager en nous unissant comme on a su le faire. Alors, dans des périmètres appropriés, parce que autant la communauté de communes et la communauté d'agglo, j'en suis un fervent défenseur, j'aurai d'autres discours sur d'autres aspects, mais je sais pas le sujet. On est sur le SCOT, c'est sérieux, et je vais pas commencer ma propagande. De faire de la politique politicienne, non. Mais on va y venir. J'ose pas, mais tout le monde m'a compris. Non, mais on va y venir. Peut-être quand même, je me tourne à la fois. Je me tourne vers Yvan Iskovitch parce que, bon, on va avancer. On va vraiment débattre de ce renouveau de ces quartiers urbains. Il y a eu une visite extrêmement intéressante dans le quartier, là, qu'on a pu suivre juste avant ce débat. Mais peut-être un petit mot sur ce que c'est quand même que cette métropole du Grand Paris. Pardon, c'est peut-être une évidence pour les gens qui sont là, pas forcément pour les gens qui nous suivent sur Internet. Et en plus, j'ai coutume de dire que c'est pas un type qui bosse à France Info qu'il faut expliquer, qu'il faut pas répéter plusieurs fois la même chose pour que les choses rentrent. Yvan Iskovitch. On pourrait l'expliquer de façon institutionnelle et très ennuyante. C'est pas ce que je pense le plus pertinent, parce que en réalité,
l'institution, la façon dont on organise la gouvernance d'un territoire, elle ne correspond qu'aux enjeux de fond qu'on veut traiter. Et donc je dirais que la métropole, c'est 131 communes qui ont, peu ou prou, un certain nombre de problématiques qu'elles partagent. Alors il y a les problématiques de quartiers en difficulté, mais on en a vu d'autres. On a vu les inondations à Nogent. On a très bien vu que entre Nogent, Saint-Maur, Rueil-Malmaison et même Paris, l'inondation elle est partagée. Et l'eau ne connaît pas la limite administrative de la commune. Je donne un deuxième exemple parce qu'il est saisissant, il est d'actualité, c'est celui de la pollution. Les particules fines, elles ne connaissent pas. Et on voit très bien quand on voit la carte de la pollution qui correspond peu ou prou dans sa partie la plus grave et la plus importante à la carte de la zone dense de la métropole. Donc, dans le débat institutionnel dans lequel je ne rentrerai pas non plus parce qu'il n'a pas lieu d'être, la métropole, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une commune qui ont un certain nombre de sujets parce qu'elles sont dans la même zone dense en commun et qui ont du coup, du fait de ces sujets en commun, une gouvernance partagée avec 209 élus qui discutent régulièrement d'un certain nombre de sujets avec un président, Patrick Collier, des vice-présidents, vous en avez deux à votre droite, et qui, ensemble essaient de régler un certain nombre de problèmes qui sont nous on les appelait les grands paris de la métropole. En réalité, ce sont des communs métropolitains. J'en ai cité 3. Il y en a 12 autres, puisque nous, on a trouvé 12 grands paris de la métropole. Et pour faire le lien avec le SCOT, personne ne sait ce que c'est que le SCOT. En réalité. Attendez, avant le SCOT. 131 communes donc qui se mettent ensemble. Est-ce que vous marchez pas sur les pieds quand même parce que il y a les communes déjà, il y a des grosses communes, il y a les départements et puis il y a la région. Vous arrivez vraiment à trouver votre place, à travailler en bonne intelligence dans ce millefeuille ? La métropole, elle n'a pas toutes les compétences. Les maires restent sur leur territoire avec cette compétence générale que leur attribue la loi, et puis la métropole a un certain nombre de compétences que la loi lui a attribuées et qu'elle exerce, mais dans le principe d'une intercommunalité. C'est-à-dire que il se passe que la métropole est au service des maires. Et donc, le maire qui souhaite que la métropole l'aide sur un sujet précis, sujet des ateliers Médicis, de mémoire, la métropole a financé une partie. Ça veut bien dire que quand le maire est volontaire, la métropole l'aide et fait que le maire, la politique que conduit le maire sur son territoire peut avoir une résonance métropolitaine. Parce que vous avez des moyens. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Enfin, moi, j'aime bien la formule de Patrick Collier qui dit cette métropole, c'est une métropole de maires, par les maires et pour les maires. On a les mêmes sujets en commun. Il y en a 12 qui ont été identifiés. Il y a peut-être 131 manières différentes de les résoudre. L'avantage de la métropole, ça permet que les 131 maires se mettent d'accord sur des grandes orientations qu'ils viennent ensuite incarner dans leur commune. 131 maires qui décident au niveau métropolitain de grandes orientations et qui ensuite viennent incarner donc ces politiques concrètement. Avec, quand on me parle de GEMAPI, je suis sur le point que je dans la Seine-Saint-Denis, je me sens moins concerné. Mais je suis concerné par peut-être les débits que je renvoie dans les réseaux en temps d'orage. Donc je suis concerné à ma manière. GEMAPI, c'est la gestion des eaux. Pour les inondations, les risques d'inondation. Donc chacun est concerné à sa manière. Donc je souscris à des objectifs qui se déclinent d'une manière particulière dans ma ville. Et c'est ça la force, parce que ça respecte l'identité et les projets quand même des maires, mais ça harmonise et ça met en résonance, au bon sens physique du terme, l'ensemble des actions des 131 communes sur un certain nombre de directions et d'orientations. Olivier Klein ? Oui, on parlait de la politique de la ville, du renouvellement urbain. Moi, je crois qu'il y a des échelles qui sont forcément plus grandes par moment. Si on veut régler les problèmes, et en particulier celui du renouvellement urbain, il faut prendre de la hauteur sur la question de la reconstitution de l'offre, sur la question du relogement. Ici, on a un magnifique programme de renouvellement urbain. Le premier, le PRU, il a commencé en décembre 2004 et il a suivi un grand projet de ville, un grand projet urbain, etc. Tout un tas de politiques publiques. Et force est de constater que 15 ans après, il n'est pas encore terminé, en tout cas sur le territoire de Clichy. Alors pour tout un tas de raisons, parce que le tramway est en train d'arriver. Mais si on avait dès le départ eu une réflexion, en tout cas, et là ça peut atteindre les limites de nos points communs, on a aussi quelques divergences. Moi je crois que ces questions-là, notamment la question du relogement, la question de la reconstitution de l'offre, la question de construire plus de logements, et en particulier de logements sociaux, mais pas seulement, et que chacun s'approprie ça avec un visage positif. Si ça se regarde sur des échelles plus grandes, eh bien c'est plus efficace. Pas en essayant de refiler la patate chaude ou le bébé à qui que ce soit, mais en regardant ensemble ce qu'est cette métropole. Donc cette métropole, elle sert à quelque chose. Elle doit servir. Enfin, moi, je pense que c'est une bonne échelle. Il y en a d'autres. Je crois que
moi, j'aime pas l'idée du millefeuille. Je pense qu'il y a des échelles différentes, que chacune peuvent être utiles. Après, s'il y a une feuille à supprimer, eh bien, collectivement, décidons-la. Mais chacune des compétences, elles sont utiles. Je sais pas, moi, si on enlève la région, le département, le territoire ou autre chose, à un moment, il faudra que d'autres reprennent ces compétences. Ces compétences-là, elles sont utiles au quotidien de nos habitants. La question des transports, la question du logement, la question du développement économique. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, enfin, jusqu'à présent, on a quand même connu de grands déséquilibres dans cette métropole. Moi, je suis président de l'ANRU. J'étais, il y a quelques jours, dans la métropole européenne de Lille. La dimension de la politique de la ville, du renouvellement urbain, quand il y a une métropole qui s'approprie ces questions-là, qui regarde sur des échelles plus grandes, qui regarde pas forcément la limite communale pour s'approprier les équipements publics, les lieux de reconstruction. Lyon, c'est pareil. Je pense qu'ici, on a des vrais retards liés à tout un tas de raisons de l'histoire, un certain nombre aussi d'égoïsmes locaux que l'on peut dépasser avec cette construction métropolitaine. C'est pour ça que moi je m'y inscris depuis toujours et pas en concurrence avec d'autres. Le problème que l'on rencontre, c'est que quand un outil de construction intercommunale semble se développer, d'autres se crispent en pensant qu'on va leur prendre un machin ou un bout de pouvoir. Et force est de constater que ce bout de pouvoir, il est peut-être intéressant pour celui qui l'a, mais pas pour celui ou ceux qui en ont besoin. Yvon Iskovic, on arrive au SCOT. Qu'est-ce que c'est finalement? Mais c'est ce qui vient de vous être dit. En réalité, je le redis, SCOT, personne ne sait ce que c'est. Même dans les élus, tout le monde ne sait pas. Et en fait, c'est pas grave. C'est un document, mais le SCOT, c'est tout ça. C'est comment on met en cohérence ces grandes politiques. Et en plus, comme le disait Gaveloman, après ça irrigue. Scott irrigue les PLU, il irrigue un certain nombre de documents, il irrigue une partie des PCEM, des PMHH, il irrigue plein de choses. Les PCEM, voilà, il irrigue. Ça irrigue, hein. C'est très compliqué. Là, donc, ça irrigue l'acronyme, le Pour SCOT. simplifier la chose, il faut s'en tenir à ce qui a été dit, c'est-à-dire que on met en cohérence un certain nombre de grandes politiques sur le territoire métropolitain, qui ensuite s'incarneront différemment parce que les réalités sont différentes dans les 131 villes de la métropole. Donc en gros, Olivier Delagarde, pour vulgariser, on va essayer d'écrire un document, d'avoir des cartes qui vont mettre en cohérence ce qui vient de vous être dit là pour les 15-20 prochaines années. Voilà. Et si vous n'avez pas tout à fait tout compris ce que c'est qu'un SCOT, eh bien regardez ce petit film qui est lumineux et puis on se retrouve juste après. Et là, on va vraiment parler du renouveau des quartiers. Avec 131 communes, 12 territoires et plus de 7 millions d'habitants, la métropole du Grand Paris fait partie des grandes métropoles mondiales. Et comme toutes les métropoles, elle doit se développer tout en assurant la qualité de vie de ses habitants. Alors pour ce faire, la métropole du Grand Paris travaille sur un SCOT métropolitain. Un quoi? Un schéma de cohérence territoriale métropolitain. C'est un document qui organise le développement de la métropole pour les 15 à 20 ans à venir. Le SCOT ne va pas se faire en un jour, il est le fruit d'un long processus. Il est élaboré par les élus de la métropole, des communes et des territoires, avec la participation des habitants, des entreprises, des associations, des experts et des techniciens. La concertation avec tous les métropolitains permettra d'alimenter le projet qui sera approuvé définitivement en 2020. À terme, le projet sera voté par l'ensemble des 209 conseillers métropolitains. C'est un document d'urbanisme qui mettra en cohérence les politiques publiques métropolitaines d'aménagement et de développement que devront respecter les communes et les territoires. Le diagnostic remis dans un premier temps aux élus a mis en avant 3 grands défis pour l'avenir. Garantir une métropole rayonnante et attractive, assurer une bonne qualité de vie à tous et répondre aux défis environnementaux. La métropole du Grand Paris est la première destination touristique au monde. Centre culturel international, elle a accueilli 24 millions de visiteurs en 2017. Avec 3 aéroports sur son territoire ou à proximité, elle est au cœur des échanges entre la France, l'Europe et le monde. Les grands équipements actuels ou en projet, comme les universités ou le futur centre aquatique olympique, participent également à son rayonnement et à son attractivité bien au-delà de ses frontières.
Véritable moteur économique, la métropole génère à elle seule près du quart de la richesse française. Un dynamisme qui se retrouve dans la grande diversité de ses secteurs d'activité, notamment l'innovation, la recherche, la santé, toutes les formes d'industrie, la logistique, la finance, les médias et la culture, mais aussi par la présence de grands quartiers d'affaires. Cette économie diversifiée est toutefois marquée par des déséquilibres territoriaux importants, avec des taux d'emploi qui vont du simple au quadruple selon les territoires. La métropole, et plus largement l'Île-de-France, est aussi la première région logistique de l'Hexagone. 450 millions de tonnes de marchandises y transitent chaque année, majoritairement par route. Ces flux de transport routier importants induisent une congestion croissante et impactent la qualité de l'air au quotidien. La métropole du Grand Paris concentre près de 60% de la population d'Île-de-France et près de 70% des emplois. Si son rythme de croissance se poursuit, sa population pourrait atteindre près de 7,5 millions d'habitants en 2035. La métropole du Grand Paris doit se donner les moyens d'accueillir l'ensemble de sa population, étudiants, jeunes actifs, familles, retraités, et leur garantir un cadre de vie de qualité. Le logement est aujourd'hui une question cruciale pour les métropolitains. La métropole doit permettre à l'ensemble de ses habitants de trouver à se loger sur son territoire à des prix raisonnables et adaptés. Le rééquilibrage de l'offre sur le territoire métropolitain et la construction de nouveaux logements, notamment sociaux, sont des enjeux majeurs. L'État impose un objectif de 38 000 logements neufs par an, dont une part significative de logements sociaux. Quant au réseau de transport en commun métropolitain, s'il atteint aujourd'hui ses limites, de nombreux projets sont en cours pour l'améliorer et le développer. Avec les futures lignes du Grand Paris Express, plus de 60 nouvelles gares vont être créées qui faciliteront les déplacements dans toute la métropole. Ce développement urbain ne doit pas pour autant se faire au détriment des espaces verts et naturels qui participent de la qualité de vie et de la construction d'une métropole résiliente. Logement, activité économique, déplacement, consommation. Le mode de vie urbain impacte directement notre environnement et notre santé. La métropole a donc mis en place le plan climat-air-énergie métropolitain qui prévoit de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Quant à la pollution de l'air, elle entraîne une surmortalité de 6600 décès par an. Dès juillet 2019, la métropole va instaurer une zone à faible émission dans le périmètre de l'A86 sur 79 communes pour limiter l'accès aux véhicules les plus polluants. La qualité de vie des métropolitains peut aussi être impactée par d'autres nuisances comme le bruit, la pollution liée à certaines activités industrielles ou encore les risques naturels comme les canicules ou les inondations. Pour répondre aux défis environnementaux et prévenir les risques et nuisances, il est aujourd'hui indispensable de repenser l'organisation et le fonctionnement des villes, ainsi que la conception des bâtiments. Il faut rendre l'espace public plus paisible, mieux gérer les ressources en eau et en énergie, et sauvegarder les espaces verts et agricoles. Aujourd'hui, seuls 14% de la métropole est occupée par les milieux naturels. Enfin, la métropole se lance le défi de la gestion des déchets, avec l'objectif de traiter la moitié des déchets présents sur le territoire d'ici 2020. Ce diagnostic a été largement partagé par les habitants lors de la tournée du bus du SCOT de mai à juillet 2018. Ils se sont particulièrement exprimés sur la nature en ville, les transports et les équilibres territoriaux. Avec le projet d'aménagement et de développement durable, les élus métropolitains ont affirmé 12 grandes orientations prioritaires. Conforter une métropole polycentrique, embellir la métropole et révéler les paysages, permettre aux quartiers en difficulté de retrouver une dynamique de développement, s'appuyer sur les nouvelles technologies et les filières d'avenir, mettre en valeur la singularité culturelle et patrimoniale de la métropole, offrir un parcours résidentiel à tous les métropolitains, agir pour la qualité de l'air, renforcer l'accessibilité de tous à tous les lieux en transport en commun, conforter les fonctions productives et la diversité économique de la métropole, suivre une stratégie ambitieuse d'économie circulaire et de réduction des déchets, organiser la transition énergétique, maîtriser les risques et lutter contre les dégradations environnementales. Véritable projet politique, ces 12 grandes orientations vont se traduire concrètement en règles d'urbanisme à travers le document d'orientation et d'objectifs, DOO. Un document qui servira de référence aux plans locaux d'urbanisme des communes et aux plans locaux d'urbanisme intercommunaux des territoires de la métropole.
Aujourd'hui, ce sont ces 12 grandes orientations, ces 12 grands paris de la métropole qui vous sont présentés. Vous pouvez les découvrir sur notre site dédié au SCOT, mais aussi à travers une exposition et les documents mis à votre disposition pour une concertation inédite. À travers des visites de sites exceptionnels, des rencontres et 12 réunions publiques sur tous les territoires de la métropole, vous êtes tous invités à participer à ces grands paris. 12 grands paris qui vont construire l'avenir de la métropole pour une métropole plus attractive, plus équilibrée, plus durable. Voilà pour ce petit film. On va demander aux participants à la table ronde de bien vouloir venir prendre place. Simon Itzkovitch, Olivier Klein, Xavier Lemoine, Jean-Marc Bichat, Elisabeth Gavrilovic et Renan Benyamina. Je vais vous les présenter pendant qu'ils s'installent à cette tribune. Jean-Marc Bichat, qui est là, qui est architecte cofondateur de l'agence JAM, enseignant à l'École nationale d'architecture de Rouen, lauréat 2014 du prix politique urbaine et architecturale du CAUE. Vous avez participé à de nombreux projets de rénovation urbaine. Hein. Parlons peut-être du plan directeur d'aménagement opérationnel au Mureau. Ça représentait à peu près 4000 logements. On pourrait également parler de la mise en œuvre de l'écoquartier Close Bois Badeau à Brétigny-sur-Orge, 2000 logements. Et puis vous avez également contribué à la rédaction d'un rapport de l'USH, de l'Union sociale pour l'habitat, document dans lequel vous proposez un certain nombre de solutions, notamment pour rendre des espaces communs plus qualitatifs. À côté de vous, Elisabeth Gavrilovic, directrice Habitat Renouvellement Urbain et politique de la ville à l'établissement Grand Paris Grand Est, diplômée d'architecture et de psychologie environnementale. Vous avez été la directrice du projet Rénovation urbaine, ici même, hein, du plateau de Clichy-sous-Bois-Montfermeil, peut-être le plus emblématique projet de rénovation urbaine à l'échelle nationale. Et je lu les élus, vous les connaissez. Et puis il y a Renan Benyamina, qui est directeur donc des ateliers Médicis. Merci de nous accueillir. Vous allez prendre un micro parce qu'on va commencer avec vous. Cet établissement, hein, on vous l'a expliqué, dédié à la création, à la jeune création, à l'émergence artistique et culturelle. Vous réfléchissez également à ce que pourrait être ce futur établissement dont on nous promet la création aux environs 2024-2025, qui pourrait alors là avoir un rayonnement international. On va parler de rénovation des quartiers en difficulté. Vous vous sentez bien à votre aise dans cette table ronde ? Autrement dit, est-ce que la culture a un rôle à jouer ? Touchez pas au micro, vous allez voir, vous allez parler, ça va marcher tout seul. Absolument, on est ravis d'être à vos côtés. Je suis ravi d'être à vos côtés aujourd'hui. C'est Cathy Bouvard précisément qui est directrice des ateliers Médicis et je suis directeur délégué à ses côtés. Directeur délégué, pardon. Non, voilà, c'est pour rendre hommage à ma collègue Cathy. On est arrivé en même temps ici aux ateliers Médicis avec la conviction très forte que la culture est un vecteur de transformation des individus et de transformation des territoires. Donc c'est pour moi assez naturel et heureux d'être à cette table. Très rapidement, ce qui est assez beau ici pour les ateliers Médicis, c'est que ce premier lieu dans lequel nous nous situons a ouvert quasiment, en tout cas en même temps que le chantier du tramway T4, et que le prochain lieu des ateliers Médicis ouvrira parallèlement au Grand Paris Express, à la ligne 16, juste en face de la gare. Et en réalité, ce sur quoi nous travaillons avec les artistes, c'est à la mobilité. En tout cas, c'est comme ça qu'on entend, nous, la création. C'est l'occasion de bouger, de rencontrer d'autres récits, d'autres formes. Et pour nous, les artistes sont un peu des spécialistes de la singularité. Et de ce fait, ils proposent aux habitants d'explorer leur voie personnelle. Et on a la conviction qu'au contact des artistes, les habitants peuvent devenir peuvent explorer leur propre voie
Et on est convaincu que ça peut contribuer à faire d'un territoire un territoire innovant. Eh ben nous aussi, on est convaincus. C'est d'ailleurs pour ça que on vous a invité. Alors en général, dans ces débats, on donne d'abord la parole aux experts, mais il se trouve que cet après-midi, on a 2 élus qui vont devoir filer assez rapidement parce que évidemment, vous avez des obligations. Donc je me tourne vers vous, messieurs. Peut-être Olivier Klein sur une question très ouverte, hein, mais c'est quoi l'enjeu finalement du renouveau de ces quartiers en difficulté? Très très ouvert. Bah oui, ça, je vais vous dire, c'est même open bar là. Hein. Alors d'abord, la question de la culture en fait partie. Moi, je crois que pour ces quartiers, on doit embrasser toutes les fonctions de la ville en même temps. Enfin, si on veut qu'on soit capable de faire que les habitants de ces quartiers, que ces quartiers sortent de leurs difficultés, il faut qu'on traite en même temps. Alors, c'est facile comme résumé, mais l'humain et l'urbain. Et qu'on regarde chacune des fonctions de la ville. Évidemment, la question du logement, parce que le logement dans ces quartiers est souvent extrêmement dégradé, paupérisé. Mais si on se contente de ça, on va vers de nouveaux échecs. Enfin, moi, j'habite Clichy-sous-Bois depuis que je suis né. Mes parents ont acheté aux Chênes Pointus en 1966 sur des plans. On leur a promis, Xavier en parlait encore tout à l'heure, une autoroute, un métro. Probablement, heureusement, l'autoroute n'est pas là. Malheureusement, le métro n'est pas là. Et les architectes qui ont construit ça l'ont fait de bonne foi. Zerfus, élève de Le Corbusier, Grand Prix de Rome, etc. Il s'est pas dit, je vais mettre là les plus pauvres. C'est marrant ce que vous dites, parce que ça fait plusieurs fois. Enfin, marrant. Non, mais on dit que le problème finalement de Clichy-sous-Bois, c'est finalement cette autoroute qui n'est jamais arrivée. C'est ça le péché. C'est ça le péché originel. Un des problèmes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, c'est cet enclavement. C'est ce magnifique plateau qui a été à un moment l'endroit où on venait prendre le bon air, la forêt de Bondy, chasser, élever des poules, des vaches et des cochons. Et ce lieu presque paradisiaque avec un des plus grands pèlerinages catholiques français, des guinguettes sur le plateau de Clichy-Montfermeil. À un moment, cette histoire se retourne. Parce que ce qui était c'était le paradis, quoi. Ça a été, en tout cas, un lieu de villégiature. Ouais. Le tramway, jusqu'après-guerre, partait de la place de l'Opéra pour venir à Clichy-Montfermeil. Après, on nous a expliqué que c'était trop compliqué de monter sur ce plateau. Pendant 20 ans, on nous a dit non, vous comprenez, c'est compliqué, il y a du dénivelé. Avant-guerre, on savait faire monter un tramway ici. Donc, il faut que le renouvellement urbain s'intéresse à toutes les fonctions. Moi, je suis enseignant et je plaide pour que à aucun endroit on fasse une politique de renouvellement urbain si on ne regarde pas ce qui se passe dans l'école, la qualité de cette école, parce que c'est la première question qu'on se pose quand on est parent. Dans quelle école je vais mettre mes enfants ? Avant même de savoir où on va habiter. Et dans les autres fonctions, il y a la fonction de la culture, il y a la tranquillité, il y a la sécurité. Et donc les gens qui viennent là, ils se demandent comment ils vont habiter là. Pas seulement comment ils vont se loger là, mais comment ils vont habiter là. Et pour avoir toutes les fonctions de l'habitat et d'habiter, eh bien, il faut savoir qu'on va pouvoir prendre un moyen de transport rapide, confortable, qui va nous permettre d'aller travailler, qui va permettre à ses enfants plus tard d'aller étudier. Moi, mon fils, il est étudiant au cœur de Paris. Tant qu'il n'avait pas sa voiture, je suis pas certain que ce soit complètement. En plus, il n'est pas dans les bons critères, donc il va bientôt pouvoir plus se servir de sa voiture. Mais il prend sa voiture, il va chercher le métro en voiture à la gare d'Aulnay. C'est hors ZFE, donc il doit pouvoir continuer à s'en servir. Et il met quand même plus d'1h45 pour aller étudier tous les jours. Donc forcément, et c'est pas le plus handicapé de tous, mais nos gamins, ils sont handicapés. Le temps qu'ils passent dans les transports, ils ne les passent pas à étudier, ils ne les passent pas à s'épanouir, à faire autre chose. Donc voilà, la politique de la ville ne peut marcher que si elle prend en compte toutes ces questions-là. Et si on ne soit pas en permanence, parce que ici, les gens, donc, quand ils vont mieux, ils s'en vont, tout bêtement. Et on en accueillera à nouveau des nouveaux qui iront pas bien. Et donc, si on n'est pas capable et la mixité sociale. Ça, c'est important ce que vous dites. C'est pas que ces quartiers. Il n'y a pas quelqu'un du 4e arrondissement un matin qui va se réveiller en disant qu'est-ce que j'ai envie d'habiter à Clichy-sous-Bois. C'est pas que ces quartiers concentrent les problèmes. C'est que les gens, dès qu'ils n'ont plus de problèmes, souvent ils nous quittent. Ils partent ailleurs. Souvent ils nous quittent. Oui. Et ça, c'est un sujet majeur. Je pense que si on est en permanence ce lieu de relégation et nous, les élus, avec les associations, on essaye de faire que ces gens aillent mieux. Mais qu'on n'arrive pas à capitaliser là-dessus, alors qu'on se le dise, et qu'on nous donne encore plus de moyens pour faire ça,
Mais si on veut réellement réussir une politique harmonieuse de renouvellement urbain, de reconstruction de la ville, d'accompagnement des populations, eh bien, il faut nous donner les moyens, comme le fait Xavier aujourd'hui, d'inaugurer un magnifique gymnase, mais pas seulement, de recruter, parce que on a des problématiques de frais de fonctionnement pour faire fonctionner nos villes, que le pôle emploi de Clichy et de Montfermeil soit un des pôles emploi les plus intelligents, dynamiques, qu'ici on ait les meilleurs policiers, les meilleurs professeurs, etc. Sinon les mêmes causes reproduiront les mêmes effets. Et on sera toujours ces lieux d'accueil des plus fragiles. On essaye de le faire le mieux possible et on n'a pas de souci avec les plus fragiles. Mais en tout cas, les politiques publiques seront en permanence à reproduire. Et si on construit la ville autrement, équilibrée, et c'est aussi pour ça qu'un schéma de cohérence territoriale est extrêmement important. C'est pour ça aussi que je plaide et que je regrette qu'on n'ait pas pu aller jusqu'au bout pour l'instant de la démarche du PMHH. Eh bien, si on est capable de se regarder collectivement et intelligemment à construire quelque chose de plus grand qui nous dépasse et sans remettre en cause, et je crois qu'on y est tous très attachés, à quoi sert une commune, à quoi sert une équipe municipale, et en respectant les rôles des uns et des autres, on est capable de se faire quelque chose qui peut nous dépasser, mais il faut évidemment des moyens, et en particulier les moyens de l'État, pour aller encore plus loin dans toutes les politiques publiques. Xavier Lemoine, c'est intéressant, hein. On commençait à parler de cette autoroute qui n'est jamais arrivée à Clichy-Montfermeil. On a fait cette visite qui nous montre l'arrivée imminente du tramway, dont on espère beaucoup finalement. Ça veut dire que quand même la première clé d'entrée pour tenter d'améliorer le sort de ces quartiers en difficulté, c'est d'abord le transport. En tout cas, pour Clichy-sous-Bois-Montfermeil, au regard de la situation géographique particulière, il aurait été vain, me semble-t-il, de mettre les 750 millions d'euros dans le renouvellement urbain, qui ont d'ailleurs été mis ces 15 dernières années, si nous n'avions pas mis en préambule, en gras, en stabilo-bossé, en braille et en relief, la phrase suivante, que tant que le désenclavement du plateau n'était pas fait, c'était risqué des investissements sans lendemain. Bon. Il se trouve que l'histoire montre que malgré 10-12 ans de retard, le tramway, les acquis du renouvellement urbain sont quand même là. Ça demande beaucoup d'attention pour les tenir. Et l'arrivée du tramway va être une bonne chose. Ce qui va être déterminant, c'est véritablement l'arrivée du métro, qui va multiplier par 4 le nombre d'emplois accessibles en 40 minutes de temps. Je vais donner un exemple aujourd'hui. Un jeune de Clichy ou de Montfermeil pour aller étudier à Marne-la-Vallée, mais de toute façon, il n'y a pas d'inscription sur Marne-la-Vallée, c'est Villetaneuse pour nous, mais qui voudrait aller à Marne-la-Vallée, c'est plus d'1 heure en transport en commun. Demain, avec le métro, c'est 6 minutes. Donc on divise par 10 le temps. Mais quand bien même nous aurions ces moyens physiques, il faut désenclaver les têtes. Et dans mon PLU, j'ai une phrase qui dit « désenclavement physique et psychologique de Montfermeil », puisque je dirais, il faut dire aux Montfermeillois, et je suppose aux Clichois, désormais ce qui pendant des années vous a été interdit devient accessible, devient possible, devient permis. Et que donc on puisse collectivement se reprojeter dans des univers de travail, d'études, de loisirs, de consommation ou autres, qui jusqu'à maintenant nous étaient totalement interdits. Donc ça, c'est une condition. Est-ce qu'elle est suffisante? Alors, souvent je dis, j'aime bien ces deux mots, dignité et fierté. Tant qu'on n'a pas redonné dignité et fierté à nos populations, il est vain de vouloir avoir des progrès en termes de sécurité, en termes de politique sociale et en termes de politique éducative. Et donc ce préalable, je l'estime, alors on a parlé de désenclavement, je le garde, mais moi la qualité de l'urbanisme, la qualité de l'architecture et la qualité de l'espace public contribue, pour moi c'est un facteur préalable, pas suffisant mais préalable, à redonner dignité et fierté. Et lorsque les personnes ont regagné dignité et fierté, elles ont quelque chose à nouveau à défendre, et parce qu'elles ont quelque chose à défendre à nouveau, elles basculent plus facilement du côté des institutions. Et les politiques de sécurité que vous pouvez mettre derrière, et de prévention, je n'oppose pas l'un et l'autre, elles sont complémentaires, eh bien, ont des chances de produire des effets, et des effets qui peuvent être très rapides à obtenir. Et puis après, les politiques éducatives et les politiques sociales que vous mettez en place, eh bien, elles produisent des effets. Moi, je suis arrivé en 87 à Montfermeil. Les premières politiques de la ville qui ont été mises en place, datent des années 82-83. Jusqu'en 2004, pendant 20 ans, on a déversé des tombereaux, je dirais, de procédures, d'argent et de bonne volonté humaine en vain.
Et c'est vraiment Jean-Louis Borloo en nous disant, écoutez, il faut repartir de zéro. Et sur les 1500 logements de la résidence des Bosquets, pour parler de Montfermeil, eh bien, on en détruit 1000, on en refait 1000 et on en réhabilite 500. C'est vraiment là qu'il y a eu une bascule et que derrière, les choses ont grainé. Olivier indiquait, est-ce que nos territoires sont condamnés à sans cesse accueillir des plus pauvres au fur et à mesure que les gens allant mieux quittent? Sur les Bosquets, avant Jean-Louis Borloo, en l'espace d'un mandat, en 6 ans de temps, on renouvelait la totalité de la population des Bosquets, soit 9000 personnes. Aujourd'hui, j'ai un turnover qui est en dessous de 2%. Les gens restent. Et à ce moment-là, les politiques sociales, éducatives et autres produisent des effets sur la durée et les gens ne veulent plus partir. Et on voit, paradoxe, je ne devrais pas le dire publiquement, mais que j'ai de moins en moins d'enfants dans le système de réussite éducative sur la résidence des Bosquets que je n'en ai ailleurs sur d'autres territoires de ma ville par rapport à d'autres phénomènes émergents que l'on a du mal à juguler. Et donc, il y a une amélioration quand on regarde la progression des revenus dans le quartier historique politique de la ville est bien plus fort que la progression des revenus dans le reste de la ville. J'aime bien votre idée de dignité et de fierté. Je me tourne vers vous, Jean-Marc Bichat, parce qu'on essaye de prendre le problème dans le bon sens. On a vu que ici, et compte tenu en plus de la topographie de Clichy-Montfermeil, de ce plateau qui enclavait cette zone, le transport était un problème absolument majeur. Est-ce que le transport est le même problème majeur dans tous ces quartiers difficiles? Vous en connaissez un certain nombre. Je citais là où vous avez travaillé au Murau. Ou est-ce qu'il y a une spécificité tout à fait particulière ici? Disons que dans la métropole et dans le monde d'aujourd'hui, la circulation des personnes est fondamentale pour effectivement accéder à l'emploi, accéder à la culture et faire en sorte qu'on appartient au territoire. Donc effectivement, si vous êtes mal connecté, les territoires qui sont mal connectés ont d'emblée, on va dire, un déficit d'attractivité et donc petit à petit rentrent dans une spirale concurrentielle sur ces territoires métropolitains qui est négative. Donc effectivement, la question du transport est fondamentale, mais elle n'est pas évidemment exclusive. C'est clair, ça a été très bien dit, les élus expriment parfaitement la situation de ce territoire. Mais eux, ils expriment la situation de leur territoire. Enfin bon, un peu plus largement, parce que le président de la rue a une petite connaissance de ce qui se passe quand même dans ce pays, quoi. Mais ici, vous êtes au bord. Ici, vous êtes au bord de la métropole habitée, si vous voulez. Et donc effectivement, quand vous êtes en situation de bordure, la première exigence que vous devez avoir, c'est évidemment profiter de l'extra-métropole, hein, du péri-métropolitain, comme certains le disent, donc avec sa nature, avec tout ce que ça peut donner comme qualité. Mais si vous n'avez pas accès à l'hypercentre métropolitain, effectivement, vous perdez 90% de l'intérêt d'habiter dans un territoire urbanisé. Hein. Je parle même pas de la question de l'héritage historique de la reconstruction et des politiques de logement. Hein. Je parle simplement de la question de l'attractivité. C'est la question quand même que dans un territoire, il y a un désir de pouvoir y aller, y habiter. Quand il n'y a plus de désir d'habiter, vous avez un problème parce qu'évidemment, il n'y a plus de mouvement. Et petit à petit, on tombe dans des situations où ce qui fait la ville, c'est-à-dire l'évolution, hein, disparaît et ça devient ce qu'on appelle les difficultés. Parce que vous parlez tous de quartiers en difficulté, il faudrait définir. Vous avez dit c'est difficile de définir. Ce n'est pas que les grands ensembles. Il y a plein d'endroits. Puis même parfois, moi je juge un endroit qui est difficile, qui n'est pas du tout perçu comme difficile par d'autres. Donc il y a une vraie question de jugement de valeur et de diagnostic. Ensuite, il peut y avoir des dimensions comptables. Hein. On regarde la population, on comptabilise le nombre de gens qui sont sous le seuil de pauvreté. On a des outils quand même. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup depuis 30 ans. Je pense que tous les acteurs autour de la table le savent. Des affirmations un peu définitives ou des points de vue définitifs sur cette question des difficultés. Là où vous avez parfaitement raison, c'est de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'habitants de quartiers qui sont en difficulté ou de quartiers en difficulté? Voilà. Et voilà, il faut mieux peut-être il y a la question effectivement de la desserte, hein, qui est fondamentale, vous l'avez dit. Puis après, il y a quand même la question de où on est, quelle est son histoire et quelle est la vision qu'on peut porter sur un territoire. Ça change beaucoup de choses. Hein. Un territoire qui n'a pas de vision ou qui n'a pas de perspective, hein, qu'elle soit politique ou qu'elle soit tout simplement une espèce de projet paysager, spatial, de logement, culturel, comme vous l'avez dit,
perd en quelque sorte des places dans l'espèce de concurrence métropolitaine qui occupe la métropole, puisqu'on est quand même là-dedans. Hein, les gens se déplacent, les gens habitent, et le pire des choses, c'est quand vous êtes le dernier wagon de... Voilà, d'où la notion d'équilibre, d'où la notion quand même du projet de territoire et du SCOT qui est indispensable. Moi, j'y travaille quand même depuis longtemps sur ce territoire. Je me rappelle très bien, il y a 25 ans, ce débat où il fallait rééquilibrer l'Est et l'Ouest. Vous vous rappelez, c'est l'Ouest riche, l'Est pauvre. Ça n'a pas changé. Toutes les politiques publiques n'ont pas réussi à enrayer ce déséquilibre. Alors, il y a justement une question sur ce thème. On a parlé du transport. Alors, à moins que vous vouliez rajouter un petit mot, Elisabeth Gavrilovic, sur le sujet. Mais j'aimerais qu'on parle ensuite, parce que ça avance et on n'a pas énormément de temps, j'aimerais qu'on parle du logement. Mais il y a évidemment priorité aux questions. Il y a une question via Twitter. Et puis dans la salle, évidemment, si vous voulez poser des questions, faites un signe de la main, on vous transmettra un micro. Des millions d'euros ont été dépensés depuis des années dans la politique de la ville, dans les banlieues. S'interroge cet internaute. Pourtant, en 2019, les inégalités subsistent, voire s'aggravent. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Demande ce tweetos Olivier Klein. C'est pour vous cette question. Bah oui, c'est ça, le président de l'ANRU. Vous vous plaignez au début d'avoir des questions un peu trop ouvertes, celle-là, voilà. D'abord, je crois que ça marche. Et où en serions-nous si des millions d'euros n'avaient pas été dépensés en direction de ces quartiers. Enfin, il suffit de venir voir ces quartiers, la transformation à la fois physique et psychologique. Xavier le disait. Les gens retrouvent fierté et dignité. Oui, mais attendez, c'est vous qui avez dit au début que pendant des années, jusqu'au plan, ou c'est plus exactement Xavier Lemoine qui la l'a difficulté, dit, jusqu'au plan Borloo, ça servait à rien. Même ça, enfin banlieue 89 ou d'autres politiques publiques, elles ont toutes été utiles à un moment. La difficulté, c'est qu'elles ont été insuffisantes. À Clichy, une des problématiques, c'est qu'on n'a pas été capable, par exemple, de mener en même temps ce programme extrêmement ambitieux sur le plateau de Clichy-Montfermeil et d'intervenir dans un autre quartier. Et en n'étant pas capable d'avoir cette intervention massive sur le plateau de Clichy-Montfermeil et dans ce quartier qu'on appelle le bas Clichy, eh bien, le phénomène de paupérisation du bas Clichy s'est accéléré. Et c'est ça la difficulté. Il faut que les politiques publiques soient plus rapides, plus efficaces et crédibles au regard des habitants de nos quartiers. Donc, heureusement que ces politiques existent. Elles sont jamais suffisantes, elles sont jamais assez rapides et surtout elles n'embrassent pas, ou en tout cas jusqu'à présent, suffisamment de fonctions. Regardez, on est en train de créer les cités éducatives. Des gens comme moi, ça fait des années qu'on plaide sur ces questions-là pour que l'école ne soit plus un sanctuaire, mais bien un lieu réfléchi qui permette aux habitants de comprendre, de travailler ensemble, de partager l'acte éducatif. Mais voilà, à chaque fois on rajoute, alors que je jette la pierre à personne parce que c'est des problèmes qui sont extrêmement complexes, mais il faut savoir un objet culturel comme celui-là ici à Clichy et Montfermeil, on peut penser d'une certaine manière que c'est la cerise sur le gâteau. Or c'est pas vrai. Enfin Xavier le dit, je lui pique l'expression et il m'en excusera, mais c'est le gâteau lui-même. Être capable de faire ici une politique culturelle aussi ambitieuse, mais pas à la place d'autre chose, en même temps. Parce que, évidemment, les gens de notre territoire, ils se demandent par moment pourquoi on fait ça. Ils peuvent dire c'est pas la priorité. L'argent serait mieux dépensé ailleurs. Ce matin, j'ai réuni les habitants du Chêne Pointu. Ils m'ont tous posé des questions sur l'ascenseur, pas sur la programmation culturelle des ateliers Médicis. Et c'est normal. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Yvan Iskovic. Pour rebondir sur ce qui était dit... et ce qui a été dit tout à l'heure sur l'intérêt d'avoir un SCOT, enfin, peu importe la façon dont on l'appelle, mais le document qu'on est en train d'élaborer avec ces grandes orientations va justement permettre de pouvoir résoudre certains problèmes, pas en les imposant, mais en disant à ceux qui après construisent les villes, les maires, en tout cas tous ceux qui sont opérateurs pour construire les villes après et qui appliquent les règles d'urbanisme et d'aménagement, quand vous faites un quartier, essayez de le penser. Tout à l'heure vous disiez... la façon dont on le pense, on parlait des transports, il n'y a pas que les transports. Dans le schéma de cohérence territoriale qu'on est en train de préparer, il y a quelque chose que moi je trouve très important, qui s'appelle la pluralité de fonctions des tissus. Ça paraît très technique comme ça, mais en réalité c'est très simple. Ça veut dire que ça s'applique autant à la Défense qu'à Clichy-Montfermeil. À la Défense,
on a appliqué que du bureau. On a mis que du bureau. Il y a un tissu monofonctionnel, il a une fonction, ce qui fait que le soir et le week-end, il vit pas, que c'est un nid d'insécurité et que c'est pas quelque chose qui est satisfaisant. Et ben, à Clichy-Montfermeil, on a fait un peu la logique inverse. Quand ces quartiers ont été construits, ces ensembles ont été construits, on n'a pas fait attention qu'il n'y avait pas seulement le logement, il y avait la culture, il y avait le maillage des transports, il y avait la façon dont on fait venir de l'emploi et où les gens ont accès au commerce de proximité, un certain nombre de choses, et on a accès aux entreprises, aux emplois qui peuvent être autour. Et c'est pour vous dire, ce que disait Xavier Lemoine tout à l'heure, il y a des grandes orientations. Et après, elles vont être irriguées différemment dans les endroits de la métropole. À la Défense, ça va être irrigué différemment. À Clichy-Montfermeil, ça va être irrigué différemment, mais avec un même objectif de dire le tissu, il doit servir toute la journée. Et il y a un architecte qui travaillait un peu avec nous qui disait il faut que ce soit une métropole du quart d'heure. On peut être un quart d'heure de tout. Et moi, je disais oui, non seulement une métropole du quart d'heure, mais sur 24 heures. C'est-à-dire que toute la journée, sur les 24 heures que comporte une journée, une métropole, un territoire doit vivre. Et quand il vit plus, c'est là qu'on a des difficultés parce qu'on concentre les gens qui se trouvent sur ce territoire n'ont pas accès aux fonctions que leur offre la métropole. Et le fait, ce que vous disiez tout à l'heure, M. Bichat, d'habiter en ville, d'habiter dans une métropole, doit avoir certains avantages dans l'accès aux fonctions. Et à Clichy-Montfermeil, l'accès à ces fonctions, il n'est pas assuré. Et donc, pour répondre clairement, le SCOT a cette volonté de dire, voilà, on va imposer dans les règles d'urbanisme et d'aménagement de demain que ce soit plus le cas. Gardez le micro, Ivan Scovitch, parce qu'il y a une question qui tombe là, alors pour vous là, en quoi la métropole a un rôle à jouer dans ce sujet des quartiers en difficulté? N'est-ce pas le devoir de l'État, nous demande Patrick de Montreuil? Mais je viens de répondre. Ouais. C'est-à-dire qu'on prescrit des grandes orientations qui vont aider les maires à dire, voilà, nous dans notre territoire, quand on aménage notre territoire, on veut que notre territoire soit plurifonctionnel. Vous avez entendu 2 maires qui viennent de vous le dire. On a péché par excès de manque de fonctions dans le passé, par manque de maillage des transports. Et donc la métropole va pouvoir, en fixant des grandes règles comme ça, entre guillemets, impulser cette dynamique. Alors, est-ce que c'est à l'État? Moi, je ne vais pas entrer dans une polémique. Est-ce que c'est à l'État, la métropole, de le faire? Moi, je dis une chose, c'est que moi, je n'oppose jamais. J'ai toujours pour habitude de dire que la guerre entre les Girondins et les Jacobins est terminée depuis longtemps. Moi, je n'oppose jamais l'État aux collectivités. Et je dis que, oui, parce qu'ils sont tous morts déjà, mais pas seulement, parce qu'on a compris aujourd'hui, et pardon de le dire devant Olivier Klein et Xavier Lemoine, mais s'il n'y avait pas eu l'État, il n'y aurait pas eu ce qu'il y a eu aujourd'hui, il n'y aurait pas eu leur code IN, il n'y aurait pas un certain nombre de choses. Donc, il ne faut pas voir l'État comme un adversaire. L'État prend sa responsabilité dans ce qui est son compétence, mais ceux qui connaissent le mieux les territoires, et notamment les villes, c'est les maires. Et donc, on s'appuie sur les maires pour ce type de politique. Moi, je trouve pas ça choquant, notamment quand c'est dans le cadre d'une intercommunauté comme la métropole. Allez, il y a une question dans la salle, monsieur. Allez-y, parlez. Non, hop, ne touchez à rien, vous allez voir, ils vont... Ah, non, alors là, il faut faire quelque chose, là, visiblement. Alors, on change de micro, ou alors on change de personne pour poser la question. Ah, ben voilà. Bon. Oui. Une remarque. Monsieur Klein, vous avez fait part que votre territoire était en quelque sorte un territoire tremplin, où dès qu'une personne pouvait... Parlez bien dans le micro. Dès qu'une personne pouvait quitter ce territoire, elle le faisait. Et que des nouvelles personnes, avec des grandes difficultés, intégraient ce territoire. Donc la première question, c'est que peut faire la métropole face à des grandes difficultés qui sont, on dirait, sous les compétences de l'État. Il faudrait des services publics très forts, renforcés, éducation nationale, police, Pôle emploi. Donc, c'est quand même les services publics de base dont un territoire comme ici a besoin. Donc, que peut faire la métropole en l'absence d'un doublement de ses services publics? Et deuxième question, je viens de voir qu'une des priorités de ce SCOT, c'était le parcours résidentiel pour tous. Pour tous, mais pas partout. Parce qu'à 10 000 € du mètre carré, dans le cœur de Paris ou dans l'Ouest, comparé à 2 000 € du mètre carré ici, vous êtes un des rares territoires à pouvoir faire de l'accession à la propriété à ces niveaux-là. Donc, accession à la propriété, pour tous, mais pas partout. C'est super, monsieur, votre question, parce qu'en plus, ça va nous permettre de bifurquer sur, évidemment, le logement, mais Olivier Klein, je ne voudrais pas vous empêcher de répondre à ce monsieur.
enfin, Yvan a commencé. Enfin, je crois que ces politiques publiques, elles sont tellement complexes qu'il faut que chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice. Donc, la métropole, elle doit être un outil de régulation, de rééquilibrage, parce qu'il existe des déséquilibres au sein de cette métropole, des fractures encore, et à travers ces politiques en cours ou à venir, en tout cas que je souhaite, notamment en termes de logement, en termes d'équipement public, elle doit permettre de faire que des politiques publiques rééquilibrent les choses. Après, rien ne peut se faire sans l'État sur ses fonctions régaliennes, sur ses puissances financières. L'Agence nationale de rénovation urbaine doit jouer son rôle, l'État sur la police, la justice, etc. Mais ça ne veut pas, ça ne nie pas à la métropole et à toutes les strates intercommunales leur rôle. Et je crois que la métropole, la zone dense, est une bonne échelle pour réfléchir aux politiques publiques de transport aussi, même si c'est pas aujourd'hui la compétence. Je pense qu'il y a des questions. Enfin, moi j'aime beaucoup ce que disait Yvan sur le quart d'heure. C'est une réalité. Comment on s'approprie cet espace de proximité dans notre quotidien, et ça passe aussi par différents modes de transport. La question de l'éducation. Enfin, à un moment, la métropole, elle doit en tout cas aider à cette capacité. Et c'est le cas d'ailleurs quand on voit le bureau de la métropole, comment des maires différents apprennent à travailler ensemble, à partager, à progresser, à s'écouter. Enfin, franchement, que le président Ollier, maire de Rueil, ou que d'autres maires de cette métropole regardent sans qu'on soit des extraterrestres absolus, le maire de Clichy-sous-Bois ou le maire de Montfermeil, c'est déjà un progrès extrêmement important, qui réfléchissent avec nous. Le fonds d'investissement métropolitain essaye de travailler à ces rééquilibres. On aimerait toujours que ça aille plus loin, parce que la métropole, on est dans un milieu de guerre en ce moment. Mais je crois, notamment sur la question du logement, que la métropole est une bonne échelle. Probablement meilleure que celle des territoires, qui sont aujourd'hui une échelle trop petite. Mais je vais sûrement me faire... Enfin, on est entre nous, donc pas ici. Mais d'autres... Vous allez vous faire écharper, mais il n'y a pas de souci. D'autres feraient des bons en m'entendant dire ça. Vous êtes de taille à vous faire écharper. Oui, Xavier Lemoine, vous voulez réagir? Je souscris pleinement à ce que vient de dire Olivier, la grande vertu... Ça, on a compris que de toute façon, vous souscriviez. Tout ça. Non, il y a quelques sujets, si vous voulez qu'on vous les aligne, il y en a pour la soirée. Mais c'est pour nos discussions privées qu'on les garde. Non, ce que je voulais dire, c'est que le fait que 131 maires apprennent à se connaître est déterminant. Parce que lorsque l'État vient avec des moyens puissants sur un territoire, mais qu'effectivement la solution n'est pas à l'échelle de ce territoire, c'est très difficile pour l'État d'aller dire aux maires avoisinants, pour solutionner le problème de Montfermeil ou de Clichy, on va impacter votre ville. Ça marche pas, et quand ça a été essayé, ça a été extrêmement mal ressenti, ça a même été contre-productif. Et donc, regardons l'État avec ses moyens puissants d'intervention sur nos villes, et regardons la métropole comme étant ce lieu où, je dirais, cette action va pouvoir se démultiplier, se fondre, se mettre en cohérence et en harmonie, parce qu'on aura appris à travailler ensemble. Avant que les territoires ne soient créés, avant la création même de la métropole, il y avait eu, pour accompagner le Grand Paris Express, des contrats de développement territoriaux. C'était une excellente idée, à partir d'un projet structurant de transport, d'apprendre à des maires à travailler ensemble sur des sujets qu'ils n'avaient jamais abordés ensemble et ils ne s'étaient jamais regardés. Moi, j'avais jamais regardé Livry-Gargan, j'avais jamais regardé ô combien, pour différentes raisons, le maire de Sevran. Quant à Aulnay, à l'autre bout du monde, donc, etc. Et donc cet apprentissage et cet apprivoisement dure encore aujourd'hui, quand bien même les CDT ont périclité. Et il y a cette habitude de travail, de connaissance, de reconnaissance entre nous, est un grand facilitateur des actions publiques. Et donc c'est complémentaire. Il y a un aspect vertical pour l'État et horizontal pour les métropoles qui pour moi est complémentaire. Alors, je vais me tourner vers Elisabeth Gavrilovic qui me lance des œillades dans lesquelles j'ai pu lire décidément. Dans ce débat, on a la parole que si on est un mâle blanc de plus de 21 ans, on va dire ça,
Et je me tourne vers vous. Je voudrais qu'on parle maintenant, et on a commencé à le faire, du logement. J'ai été très frappé dans la visite qu'on a faite tout à l'heure, où on nous racontait un petit peu l'histoire de la ville, en nous expliquant qu'au départ, ce qui était prévu, c'était plutôt du logement, comment dire, pas locatif, en accession à la propriété. Merci beaucoup, Olivier Klein. Et puis que progressivement, finalement, le logement social est arrivé et s'est imposé et est devenu finalement la quasi-totalité du secteur. Non, c'est pas ça. Alors, je me demande si j'étais assez claire, là. Du coup, C'était avant que vous arriviez. Vous me mettez un doute. Je devais regarder ailleurs, alors. Je pense aussi, vous étiez déjà en train d'animer le débat dans votre tête et d'imaginer toutes Sans les doute. questions possibles pour nous coincer, peut-être. Mais non, pas pour vous coincer. Enfin, attendez, pour... Juste parce que je veux pas non plus être très original, je souscris à tout ce qui a été dit jusqu'à présent et qui a été très bien dit par tous ces hommes et notamment deux que je côtoie et que j'ai le plaisir d'avoir côtoyé pendant si longtemps et de continuer à côtoyer et de travailler ensemble. Juste pour rebondir sur effectivement votre question, oui, ce que je disais rapidement, puisque dans cette balade assez rapide, c'était qu'effectivement au départ c'était un projet, on va dire, certes public, porté par l'État, mais qui visait donc un ensemble immobilier de copropriété privée. Bon, sans revenir sur toute l'histoire, mais simplement c'était ça la vocation principale de ce quartier, et faire venir des cadres travaillant à Roissy, à la Défense, qui grâce à l'autoroute pourraient accéder à leur emploi, mais qui seraient au cœur de la nature. Et d'ailleurs la Forestière, le nom de la Forestière ou les Bosquets, c'est bien aussi pour évoquer... Ou le chêne pointu, voilà. Donc on est bien là-dessus. Simplement ce que je nuançais après en disant qu'il y avait un petit peu eu de logement social dans les années 70 après la crise pétrolière, pour effectivement des promoteurs du coup qui ne voulaient plus construire et qui simplement, qui avaient vendu ces logements, ces lots à des bailleurs sociaux. Mais que le gros du projet, ça a été très bien dit par les maires, effectivement, c'était d'intervenir sur les copropriétés dégradées, et que ce que j'expliquais rapidement pendant la promenade, par rapport à d'autres PRU en France, c'était un peu, le projet ici était était très spécifique, en ce sens que on venait pas faire de la diversification, comme dit l'ANRU, le règlement de l'ANRU, dire de faire de la copropriété privée dans des quartiers qui, en général, ont plutôt une majorité de logements sociaux. Que la monofonctionnalité, on va dire, elle est plutôt sur le résidentiel, sur le logement social. Je suis en train de vous perdre. Je vais reposer ma question. Est-ce qu'à votre avis, l'avenir du renouvellement de ces quartiers en difficulté peut se faire dans des zones où il y a plus de 90% de logements sociaux? Je pense qu'il faut de la mixité. Ce qui a été très bien dit tout à l'heure, c'est il faut et de la copropriété et du logement social. Mais, et là je reprends aussi les mots des maires, je suis et de Yvan Itzkovitch, il y a un SCOT, il y a des grandes orientations, mais qu'on incarne après, et que les contextes sont spécifiques, locaux, les contextes locaux, et qu'on prend en compte un contexte pour intervenir sur un territoire spécifique. Olivier Klein, vous voulez réagir, et peut-être ensuite Jean-Marc Michel. Le logement social, c'est le logement de tous, ou en tout cas du plus grand nombre. Et c'est surtout pas, ça l'est de moins en moins, mais ça peut l'être encore, l'épouvantail qu'on a parfois. Attendez, Olivier Klein, vous dites que c'est le logement de tous, c'est le logement des plus modestes. Non, moi je suis passé par du logement social. Dans un parcours résidentiel, il est quand même extrêmement probable, à un moment ou à un autre de son parcours résidentiel, de passer par du logement social. Je suis enseignant, je connais un certain nombre de jeunes professeurs qui passent par du logement social. Après, dans le logement social, il y a tout un tas de modes de financement qui fait que le peuplement peut être différencié. Mais réellement, le logement social ou le locatif libre, à un moment ou à un autre, fait partie du parcours résidentiel. Donc, il faut du logement social, il faut un logement social de qualité, avec des bailleurs qui ont des responsabilités et jugés sur ces responsabilités et sur leurs obligations. Il faut que le parcours résidentiel soit le possible. Et donc, ça passe par du logement social de qualité, réhabilité là où il le faut, construit avec différents modes de financement et donc différentes populations en fonction de leurs revenus. Il faut de l'accession sociale à la propriété, il faut de l'accession à la propriété classique, et il faut que toutes ces fonctions-là soient
en un même lieu. Ce qui ne marche pas, c'est Mais le quand vous ghetto. dites mixité, c'est quoi? C'est 50-50? C'est C'est pas- 70-30? D'abord, ça dépend où. Ici, les bidonvilles de Clichy-sous-Bois sont des copropriétés dégradées. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas reproduire les mêmes choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas permettre aux bailleurs sociaux de revendre dans n'importe quelle condition leur patrimoine. Sinon, les futures copropriétés dégradées de demain, c'est le patrimoine social. S'il est revendu dans de mauvaises conditions à des gens qui n'en ont pas les moyens, ce qu'il faut, c'est qu'on ait une offre la plus large possible et la plus adaptée possible à nos populations. Et je crois que c'est un des objectifs majeurs qu'on peut se donner à un PMHH, à un SCOT, et faire que ce logement, celui du plus grand nombre, le logement social, il soit pas à un seul endroit, que les copropriétés fragiles ne soient pas à un seul endroit, et qu'on ait les outils d'accompagner ce parcours résidentiel. Alors, je vais vous donner la parole tout de suite, mais Jean-Marc Bichat attendait de parler. Puis il y a une question pour vous, Jean-Marc Bichat. Comment la qualité architecturale peut être traitée dans les quartiers en difficulté? Quelle différence par rapport à d'autres territoires? Là encore, une question ouverte. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui ouvre le spectre comme ça. Et puis Yvan Leskovitch juste après. C'est très difficile de répondre à cette question. Je répondrai un En peu... 15 secondes. Non, mais d'abord, C'est facile. Je répondrai comme monsieur le maire, le moine, sur la dignité, sur le fait qu'intervenir sur les quartiers, même si ça ne produit pas une transformation qui fait que tout le monde veut y venir, parce qu'il faut du temps. Le changement d'image d'un quartier, d'une histoire, qui est celle notamment de la reconstruction, ça demande des dizaines d'années quasiment pour qu'il y ait un basculement. Et parfois, nous qui y travaillons, nous n'allons pas le voir. Mais dans ce temps-là, il ne faut pas abandonner l'idée, effectivement, d'y mettre la qualité, comme vous faites une bordure de trottoir, un sol, un jardin ou une qualité de construction aussi bien Parlez que dans bien n'importe quel autre territoire. Il n'y a aucune raison. Ouais, En la revanche, raison, c'est le prix. Ensuite. non, mais voilà. Donc je reviens un petit peu sur la disposition précédente, donc qui rejoint aussi la question sur les 2 000 € versus 10 000 €. Dans ce pays, même si ça a été une bataille très compliquée, je ne sais plus où on en est quand même, il y a eu cette bataille de pouvoir flécher de manière équilibrée le logement social, dont on est quand même beaucoup à pouvoir bénéficier. Effectivement, le logement social, c'est pas 10% de la population. C'est une grande partie de la population qui peut profiter du logement social. D'avoir une politique équilibrée des territoires par le pourcentage de logements qu'on met sur les territoires, ça fait l'objet de débats et de débats pas possibles à l'Assemblée parmi les élus. C'est quand même un premier levier de politique qui fait pour éviter que ça soit pas qu'un seul territoire qui concentre, on va dire, le même niveau de richesse ou de pauvreté. Donc c'est la question des équilibres, la question de l'attractivité, elle passe par la diversité. Vous avez parlé de la diversité des fonctions, mais c'est la diversité du logement, la diversité des êtres humains, tout simplement. Voilà. Donc c'est vrai que pour revenir à la qualité urbaine, ou à la qualité architecturale, je pense qu'elle doit être équivalente, voire même plus importante qu'ailleurs. Donc dans le logement social, on arrive à le faire parce qu'évidemment, ces politiques publiques fait qu'il y a un coût. La question, elle est effectivement le logement libre. Quand vous êtes dans des territoires qui n'ont pas du tout, qui sont pas grosso modo sur la perspective d'attirer des promoteurs, on les fait venir quasiment de force. Donc effectivement, ils vont faire du logement, souvent dégradé, et c'est très compliqué. Pour ne pas faire ça, parce que les maires le font, moi je travaille, je prends juste l'exemple des Mureaux pour revenir sur les Mureaux. Les Mureaux, et revenir aussi sur le fait d'être connectés. Les Mureaux est très bien connectés. Aux Mureaux, si vous voulez, vous êtes effectivement à Saint-Lazare en 25-30 minutes, donc il n'y a pas de problème. Ce qui se passe, c'est que les Mureaux, c'était la vallée de la Seine, et il y a eu donc un grand projet pour un projet de ville radieuse, un projet désiré pour loger les gens. Il y a les grandes usines automobiles à proximité. Sauf que, évidemment, la crise du pétrole, tout ce que vous savez, etc. Donc la question des bureaux n'est pas une question de la connexion, et la question de l'héritage, cet héritage historique, comment on est capable de le mettre en perspective avec un temps qui est très long. Et ça, c'est extrêmement difficile, surtout que dans ces territoires, je reviens sur le SCOT, à côté, tous les petits villages des Yvelines, qui sont juste à côté, qui profitent de la médiathèque, des grands équipements des Mureaux, parce qu'il ne faut pas oublier que la politique du grand ensemble, ça a été les politiques d'équipement du territoire de la France, c'est là où vous avez énormément d'équipements. Et ben, les villages continuent à construire et manger de la campagne, en quelque sorte, en faisant des lotissements de maisons, voilà, en tuant, en quelque sorte, la vie sans. Donc là, c'est des rééquilibrages qui sont très très difficiles. Et dernier point qui va dans le sens en quelque sorte du débat qu'on a sur le logement, je voyais dans le film effectivement que la métropole parisienne, la métropole, se densifie. D'accord ? Elle se densifie. Cette densification doit faire projet et doit faire valeur ajoutée. La manière, vous comprenez, les transformations, la densification qu'on fait ici,
Est-ce qu'elle produit la qualité? Est-ce qu'on est d'accord sur la vision qu'on a de cette densification? Les gens arrivent, ils doivent produire. C'est la matière première, si vous voulez, de la transformation qui fait que tout d'un coup, on change de perspective du point de vue de l'attractivité. Donc ça renvoie à des politiques publiques qui changent la politique des périmètres. Parce qu'évidemment, ce pays vit, on parlait de l'accumulation des politiques publiques et qu'on avait mis énormément d'argent. Une des difficultés, c'était les politiques de périmètre. Vous mettez des périmètres et vous savez bien que les grands ensembles, c'est des grands territoires. Vous ne pouvez pas agir sur ce territoire sans aller effectivement quasiment au centre de Paris. Parce que ça rayonne, c'est une chose très très importante. D'où l'intérêt de la métropole, Yvan Lescovitch. Oui, non, pour répondre sur 2 points, pour aller dans ce que disait Olivier sur la démystification du logement social. D'ailleurs, moi je dis pas logement social, je dis logement public. Je dis pas logement social, je dis logement public. Parce que, je parle sous le contrôle d'Olivier, dans le territoire de la métropole, c'est 72% des habitants de la métropole qui sont éligibles au logement public. Bon, ça vous donne un peu une idée, vous parlez tout à l'heure de partout, oui, mais partout, 72%. Éligibles. Ce sont les critères après différents, mais en tout cas éligibles. Et puis, ce que vous dites est important, et je voudrais répondre sur, mais finalement, comment on va faire qu'on va avoir une action sur l'accès aux aménités, aux services publics, etc. Mais le SCOT, précisément, même si la métropole n'est pas compétente en matière de transport, prévoit que si on construit du logement à cet endroit-là, si on fait comme vous dites, moi pareil, je dis pas densité, je dis intensité urbaine, si on intensifie la ville à cet endroit-là, il faut qu'on puisse dire à l'État, on est d'accord pour intensifier. Mais s'il y a une école, s'il y a une gare, s'il y a un commissariat, s'il y a un hôpital, enfin, ce qu'on peut appeler tout ce qui est les aménités qu'on peut imaginer. Le fait de l'avoir dans un document, c'est aussi un moyen de dire à l'État, parce que l'État est associé dans le processus d'élaboration de ces documents, en disant nous on veut bien jouer le jeu, un peu comme le principe des CTT, nous on veut bien jouer le jeu. On joue le jeu, on intensifie la ville à cet endroit-là, mais on veut le faire en échange d'avoir un certain nombre de garanties. Et puis, ce que vous disiez tout à l'heure est important, et ça permet de répondre à vos 2 questions en même temps, sur l'histoire de l'intensité urbaine. Pour qu'on soit très clair, la métropole ne veut pas aller plus loin que l'État sur les objectifs d'intensité urbaine. C'est-à-dire à peu près 10% les quartiers autres que les quartiers de gare, et 15% quand on est dans les quartiers de gare. Elle ne veut pas, la métropole dit non, nous on suit ces objectifs qui sont donnés par l'État, qui sont repris par la région, mais on dit, c'est là où c'est très important ce que vous dites, mais pourquoi ces objectifs ont été donnés? Parce qu'on s'est rendu compte que si on ne produisait pas assez de logements, premièrement, on ne pouvait pas loger tout le monde, et deuxièmement, la rareté faisant le prix des logements, qui c'est vrai a déjà augmenté fortement partout, a augmenté encore plus rapidement. Donc ils n'ont pas été tirés de nulle part, ces chiffres. Et le SCOT les reprend, en disant on reprend ces chiffres. Et pour aller dans le sens que vous dites, on ne dit pas est-ce qu'on doit intensifier ou pas, non, on dit mais comment on le fait? Et pourquoi on le fait? Dans quel cadre? Avec des espaces publics, des aménités, mais aussi, on parlait à Paris et puis sur les bords de Marne de la façon dont on construisait. Le SCOT peut aller loin sur ces sujets-là. Par exemple, on prévoit de dire on va intensifier cette politique d'intensification de la ville, on va le faire, mais pas en faisant de l'étalement urbain, parce que quand on fait de l'étalement urbain, on minéralise les sols et on provoque un certain nombre de catastrophes écologiques et on prive les métropolitains d'îlots de fraîcheur, etc. Donc, ce qui signifie qu'on va devoir peut-être intensifier en montant, peut-être intensifier en faisant autrement. Donc, en fait, vous avez totalement raison, la métropole ne veut pas donner des leçons, la métropole elle dit juste si vous décidez d'intensifier dans telle ou telle commune, vous pouvez le faire, mais pas de n'importe quelle manière. Alors, ça m'amène... allez-y. Juste un mot, parce que il y a un autre risque dans le processus de développement métropolitain et qui touche les quartiers. Effectivement, les situations sont très différenciées. Et moi, j'ai pratiqué des situations, si vous voulez, où vous avez des grands ensembles très très connus, historiquement avec difficulté, qu'on ne savait pas traiter, où on injectait beaucoup d'argent, mais qui tout d'un coup sont en perspective d'avoir effectivement une station de métro, tout qui va bien. Et donc, ce qui peut se passer à cet endroit-là, surtout quand on n'est pas très très loin de Paris, c'est que tout d'un coup, ce qui était l'endroit hors du monde, et donc peu attractif, devient un endroit hyper attractif. Donc tout d'un coup, on a un processus totalement inverse. C'est complètement paradoxal ce que vous dites. Vous venez de nous dire l'inverse tout à l'heure en disant... Pas du tout. Attendez, en disant, les Mureaux, finalement, c'était pas un problème de connexion. Oui, je suis loin. Non, je vous parle, je reprends la métropole radioconcentrique. Quand vous êtes dans le premier rayon, le deuxième rayon, ou quand on arrive maintenant dans le troisième, qui était loin, qui tout d'un coup devient prêt parce qu'on a amené un tramway à une station. Et donc, vous arrivez dans un processus où presque c'est facile de faire, parce que la promotion privée, pour le coup, se dit, alors c'est pas facile, parce que il y a un héritage, mais un des risques fait qu'il n'y ait peut-être plus de logement social à l'endroit où il y a eu que du logement social. Vous voyez, le déplacement, voilà. Et donc ça, c'est un risque aussi qui, à mon avis, a un coût à 2 bandes, c'est-à-dire dans le temps long,
C'est très risqué pour cette métropole, parce qu'au-delà de l'arrachement des habitants, voilà, il y a une question d'équilibre. Alors, Elisabeth Gavrilovic, on a parlé logements sociaux contre accession à la propriété. Moi, j'aimerais qu'on parle urbanisme et architecture. À quoi ressemble le quartier autrefois en difficulté renouvelé? On détruit les bars qu'on peut voir encore, les anciennes bars qui ont été construites dans les années 65-69. Ici, on fait autrement, mais à ce moment-là, on détruit les bars pour construire des immeubles de plus petite taille. Mais où est-ce qu'on met les gens? Comment est-ce qu'on organise l'espace dans ces quartiers pour que ce soit une réussite? Alors, je crois qu'on l'a un petit peu dit là en filigrane quand vous parliez aussi de qualité architecturale. Et là, je repensais à quand on se promenait. Effectivement, on se disait, on passe devant un bâtiment dans une même rue en face. Enfin, vous avez un bâtiment de logement social, en face une copropriété, à côté aussi d'une autre résidence sociale, une copropriété. Et en fait, personne ne voyait la différence. Et donc, c'est bien ça aussi l'objet pour reboucler aussi sur pas logement social versus copropriété, mais sur la qualité architecturale, il s'agit bien de faire le même type, j'allais dire, de qualité, et qu'on ne voit pas la différence justement entre logement social et copropriété. C'est bien ça, ça a été l'objectif qui, à mon sens, est réussi sur ce programme, en tout cas celui dont on parle, enfin sur le plateau de Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Ici, oui, alors il y a eu un programme, un projet urbain, bien sûr, qui a défini ce qu'on allait faire dans les démolitions. Il y a toujours des grands projets urbains dans toutes ces villes, non, mais il y avait des tas de projets projets urbains dans ces villes nouvelles qui ont été des catastrophes ensuite. Si vous voulez quelques chiffres, c'est quoi le projet urbain qui est la clé du succès, s'il existe? Moi, je reste modeste et humble. Je ne vais pas donner d'ingrédients et je me tourne aussi vers confrères architectes. Je ne sais pas quelle est la clé du succès, mais modestement, encore une fois, dans un contexte, sur un territoire incarné, à un instant T. Voilà, on a fait. Vous aviez des bars, vous aviez des tours. On est venu. Il y avait un objectif de revenir entre la ville normale. Alors, je mets des guillemets, parce que qu'est-ce que pourrait être une ville normale, mais de venir apaiser un quartier. Et la réponse, à un moment donné, ici, comme dans d'autres projets de renouvellement urbain, ça a été de faire des bâtiments de petite hauteur. Donc, ce que j'expliquais effectivement pendant la promenade, d'avoir des bâtiments neufs de R+4, R+5, avec attique, et d'avoir encore quelques bâtiments de grande hauteur, mais ceux-ci étaient réhabilités. Donc, c'est des bâtiments qui ont été réhabilités, qui n'ont pas été démolis. Jean-Marc Bichat, ces immeubles de petite hauteur, c'est, je dirais pas la panacée, mais enfin c'est la bonne piste à suivre. Je sais pas vraiment. Je sais pas répondre à ça. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais c'est intéressant. Vous disiez, attendez. Non, mais je travaille à Nantes, dans Nantes Métropole, qui produit des immeubles de 12 étages que tout le monde veut acheter, notamment les classes moyennes. Donc, si vous voulez, ça dépend des endroits, ça dépend des situations, ça dépend des morphologies. Ici, moi, j'arrivais. À New York, il y a des très grandes tours où les gens ont très envie d'habiter. Non, mais ce que je veux dire, là, j'arrivais justement. Il y a une histoire dans ce territoire qui est une histoire pavillonnaire. Il y a une histoire qui est aussi celle du tissu mitoyen de Bourg. Donc la question, et puis il y a une histoire moderne, qui est celle effectivement de la Charte d'Athènes, de la ville radieuse, de la ville-parc. Soit dit en passant, tous les écoquartiers qui sortent aujourd'hui, ils revendiquent la ville-parc. Donc si vous voulez, à un moment, il faut savoir ce qu'on détruit, ce qu'on garde. Donc la question qu'on peut se poser, c'est la réponse, elle n'est pas générique. Elle est absolument pas générique. Moi, je pense que c'est dramatique. Il n'y a aucune raison que chaque territoire doit être les mêmes. Ici, vous êtes dans une situation particulière avec une histoire. Donc, le projet, le récit urbain, le projet urbain, qui n'est pas la garantie de réussite, mais qui est en même temps, un peu comme la métropole, l'idée qu'il y a des gens qui se parlent ensemble et qui partagent quelque chose, qui comprennent les difficultés et qui proposent ensemble des orientations, doit définir les morphologies, les types de, etc., etc. Je pense qu'il n'y a pas de réponse à votre question de manière. Non, mais c'est très. Alors, attendez, mais c'est au contraire, c'est très intéressant que vous nous disiez les grands ensembles ont été ça. Il y a une seule réponse. On applique un modèle, une théorie, on la décline, quels que soient les territoires, que je sois dans la vallée, sur le plateau, au soleil, pas au soleil. Et de la même façon que dans la restauration de ces quartiers en difficulté, il n'y a pas une seule méthode. Il n'y a pas. Est-ce que la clé est peut-être à ce moment-là, si on ne doit pas la chercher dans la taille des bâtiments,
dans les espaces communs, dans l'organisation de ces espaces communs? Pour moi, pardonnez-moi. Pardon, excusez-moi. Pour moi, c'est tout un ensemble. Je vais prendre l'exemple des bosquets. Quand on regarde les bosquets, la tramvière déjà des bosquets vient percuter à 45 degrés la tramvière traditionnelle de la ville de Montfermeil. Donc la première des choses qui a été faite, c'est de rebrancher l'ensemble des routes de la résidence des bosquets sur les routes des quartiers avoisinants, alors qu'on arrivait à 45 degrés ou dans des impasses ou des cul-de-sac. Premier point. Deuxième point, j'ai demandé aux architectes et aux urbanistes de lire, de comprendre ce qu'était la ville à travers son histoire, comment elle avait grandi, comment elle pouvait se développer, en respectant les temps nécessaires d'évolution, et de faire en sorte que l'architecture et que le plan guide qui a été écrit reprennent des éléments de langage, ou architecturaux ou autres, qui raccrochent ce quartier qui avait été exclu du reste de la ville, puisque c'est de lui que venait la mauvaise image, que venait la délinquance, que venaient les problèmes, etc., pour qu'on puisse réintégrer ce quartier dans le reste de la ville et qu'on ne voit pas en passant d'une rue à l'autre que l'on passait sur une autre architecture, une autre ambiance. Bien. 10 ans après, le quartier des Bosquets, qui a été vraiment donc le quartier honni des Montfermeillois, du pavillonnaire, est devenu la référence architecturale. Et les Montfermeillois, les vieux Montfermeillois me disent « Oh, monsieur le maire, si vous continuez à construire, vous construisez, mais vous construisez aussi bien qu'au Bosquet. Mais c'était pas aussi bien qu'au Bosquet. C'est-à-dire qu'on a construit au Bosquet comme était construite par ailleurs la ville de Montfermeil, et avec des typologies, des matériaux, un style, je dirais, d'urbanisme et d'architecture qui convenait et qui rappelait l'histoire tout simplement de la ville. Et après, il y avait des petits détails. Alors, le fait de résidentialiser, le fait que chacun ait son logement à lui et que rien ne ressemble à rien, mais dans une ambiance, une harmonie globale. Et puis des trucs tout bêtes. On a exigé, alors que c'était pas la mode, que chacun soit responsable de son chauffage. Parce qu'on sortait de logements collectifs de 153 logements, où il y avait un seul compteur à la sortie de l'eau chaude, et ensuite c'était au tantième que ça se payait. Alors pour cuire les pommes de terre, c'était simple, le matin on mettait les pommes de terre dans l'évier, on laissait le robinet d'eau chaude couler, et le soir elles étaient cuites. Alors quoi, il y avait des factures astronomiques, personne n'était responsable de rien. Donc on a responsabilisé, donc géré dans l'architecture, dans les compteurs, dans les fluides, dans les charges, etc. On a fait en sorte de pouvoir responsabiliser. Non seulement on a responsabilisé, ensuite on a accompagné ces personnes pour passer de quelque chose de très collectif, de peu responsable, on va dire, à quelque chose de beaucoup plus responsable. Bon. Et moyennant quoi, ça marche, c'est respecté, et c'est devenu la référence architecturale. C'est vrai à Montfermeil de cette manière-là, et c'est, à mon avis, vrai de toute autre manière. Et je me souviens maintenant des grandes discussions épiques que l'on avait avec l'architecte Cornu, dont je ne voulais pas de cette architecture. Vous l'avez faite sous un très beau logement, et finalement les cours intérieurs vivent très très bien, et ce ne sont pas des repères de difficultés. Au contraire, il y a même des potagers collectifs que les gens ont fait d'eux-mêmes. Voilà, donc il y a pas de humanum est, et il y a eu des débats extrêmement vifs. Il y a 15 ans. Il n'y a pas de modèle architectural urbanistique, enfin, qui pourrait être la panacée. Il y a en tout cas un accompagnement social. Il faut écouter. Moi, je crois à l'enracinement, je crois à l'incarnation, je crois à ces choses-là. Et voilà, situation, appelez ça comme vous voulez, mais. Mais est-ce que finalement la clé du problème, c'est pas Renaud Benyamina qui l'a côté de nous, finalement, en apportant également de la culture dans le quartier, parce que la culture, c'est de la cohésion, c'est du sens, ça peut être de la dignité et de la fierté, pour reprendre l'expression qu'a utilisée Olivier Klein au début de ce débat. Alors, je ne voudrais pas comme souvent on demande aux institutions culturelles de porter une responsabilité trop importante. Ah ben attendez, vous devez... La responsabilité, vous avez entendu ce qu'a dit Xavier Lemoine, elle est au cœur de la situation. Vous êtes donc responsable. J'ai compris votre question, on est évidemment responsable aussi. Alors nous, on n'apporte pas déjà la culture, on essaye de faire de la culture avec les gens autour de nous et avec nos voisins. Je dirais que souvent les difficultés en matière d'art et de culture, elles sont de deux ordres. Il y a le problème de l'offre culturelle, c'est-à-dire là on parle d'aménagement, d'équipement, est-ce qu'on a l'accès à des équipements de lecture publique, à des bibliothèques, est-ce qu'on peut aller voir des spectacles, découvrir des œuvres. Donc là, c'est vraiment une question d'aménagement du territoire qui, à mon sens, d'ailleurs, est une responsabilité souvent qui va au-delà de l'échelon communal. Et ensuite, il y a la question de comment nous, ici, dans un territoire, en effet, qui connaît des difficultés sociales importantes, on peut contribuer à ce que les gens... on rejoint la question de la dignité, en fait, qui a été posée tout à l'heure, c'est-à-dire sur la question de la permission et de la capacité à s'exprimer.
Nous, je crois que c'est ça le travail de fond qu'on essaye de mener. Et là, pour le coup, comme dit très bien ma collègue Cathy Bouvard, on vide la mer à la petite cuillère. C'est-à-dire que on est sur un travail du quotidien. On essaye ensemble de dire que chacun peut et doit s'exprimer. Et là, on est vraiment sur du très très long terme. C'est la raison pour laquelle... Mais vous avez le moral quand même. On a évidemment le moral et on a énormément d'énergie. Et cette énergie, on l'a parce qu'il y a eu une vision politique quand même, et je le salue, qui a permis d'aboutir à un équipement extrêmement ambitieux, qui à la fois permet d'attirer des artistes du monde entier ici, et probablement de constituer une rampe de lancement pour des habitants d'ici vers l'extérieur. N'oublions pas que cet après-midi, on attend qu'au Festival de Cannes soit peut-être nominé un enfant de Montfermeil qui a produit le film il y a une question Les là-dessus. Misérables. Donc ça, c'est la première chose. Je finis juste sur la Alors culture. attendez, parce qu'il faut le dire. Attendez, et on va poser la question. Quel regard portez-vous sur le film Les Misérables de Ledge Lee, enfant de Clichy-Montfermeil, présenté au Festival de Cannes? Mais le regard, c'est simple, puisque je dirais la bavure policière sur laquelle s'appuie Ladjli pour ce film. J'étais présent ce soir-là et j'ai même témoigné en correctionnel sur cette affaire. Donc on la connaît bien et qu'à l'époque, Ladj était... enfin, vous voyez les choses d'une manière, je les voyais d'une autre manière et ça n'a pas toujours été très simple. C'était il y a 15 ans et c'était la réalité d'il y a 15 ans. J'attends que le prochain film... Et voilà. Puisse être le témoignage aussi, puisque c'est un témoignage très fort de la manière dont on vivait il y a 15 ans, puisse être le témoignage très fort de ce que nous avons collectivement réussi à faire sur le Parce que plateau là, de on risque de vous, avec ce film, on risque de vous renvoyer. Oui et non. Oui et non, parce que je vais vous dire, je dis, ce film, il a une base vraie. Il a été vrai et c'est comme ça qu'on a pu vivre à un moment donné. Mais ce n'est plus aujourd'hui la manière. Et c'est très intéressant. Le Parisien, ce matin, a interviewé un certain nombre de Montfermeillois et de Clichois par rapport à ce film. Et les gens disaient, oui, c'était vrai. C'était comme ça, mais ce n'est plus comme ça maintenant. Et donc, à la limite, par contre-type, il met en exergue tout le travail qui était fait en rappelant, effectivement, quelque chose qui était très dur à vivre il y a 15 ans de cela. Pour finir, je tiens, moi, la culture à titre personnel sur les 40 métiers qu'un maire peut exercer dans sa commune. Je tiens la culture pour la clé de voûte de toutes les politiques que l'on peut faire par ailleurs. Et dernier point, sans vouloir engager le débat philosophique là-dessus, j'estime que dans nos quartiers, dans nos villes, l'enjeu, il est moins urbain, social et économique qu'il n'est culturel à la base. Et que si nos politiques publiques reprenaient, je dirais, les questions par le bout culturel, eh bien, je pense qu'elles seraient beaucoup plus efficientes. Les dysfonctionnements sociaux, économiques et urbains que l'on a sur nos villes, sur nos quartiers, sont plus des conséquences que des causes par elles-mêmes. C'est un débat, j'en conviens, mais vous avez commencé par la culture et on refinit par la culture. Et moi, je la tiens pour la clé de voûte de tout ce que nous faisons. Olivier Klein, votre mot de conclusion, puis on laissera Ivan Tskovitch conclure. Alors, ou Olivier Klein. Non, sur le film que j'ai eu la chance de voir. D'abord, c'est effectivement extrêmement important qu'un jeune de Montfermeil arrive à Cannes, trouve dans cette maison la capacité d'installer une école de formation au métier du cinéma qui s'appelle l'école Courtrage-May et qu'il a portée depuis des années. L'ADJ, JR et tout ce collectif travaillent, s'amusent, réfléchissent dans ces quartiers depuis très très longtemps. Et que même si je suis pas un adepte de l'exception consolante, on n'aura pas des Ladj Lee dans toutes, comme on n'a pas des Zidane partout. Mais c'est important qu'un enfant de ces quartiers puisse se produire à Cannes pour montrer une œuvre, une vraie œuvre qui est à la fois basée sur une histoire vraie, mais qui est quand même une œuvre de fiction d'abord. Parce que l'histoire aujourd'hui se passe effectivement à Montfermeil, mais la totalité ou quasiment des scènes ont été tournées à Clichy dans la réalité, enfin en image réelle, il n'y a pas de décor et pour le maire de Clichy c'est extrêmement troublant parce qu'il a tourné quasiment tout aux Chênes Pointues, qui est dans l'état de ce qu'étaient les Montfermeil, les bosquets à Montfermeil il y a 15 ans effectivement, et c'est très dur. Et la réalité de cette œuvre, c'est qu'on a encore malheureusement dans ce pays des quartiers dans lesquels ces réalités de logements dégradés, de ghettos, de frictions, de violences existent. Et donc, moi, je crois que la force de ce film, c'est qu'elle va permettre de parler des quartiers populaires,
On peut se demander pourquoi il n'y a pas de gilets jaunes dans nos quartiers. C'est une vraie question. Est-ce que parce que la peur de la relégation n'existe plus, parce qu'ils le sont déjà, parce que de certaine manière il y a un sentiment qui fait qu'on ne croit plus à une capacité à aller mieux, ou on peut regarder ça de manière plus positive, c'est parce que des choses se sont améliorées par rapport aux milliards qui auraient été donnés. Je crois que c'est les deux. Mais que ce film existe, que ce film permette de regarder nos quartiers avec lucidité, sans manichéisme, et c'est la force de ce film. Enfin, en tout cas, moi, je le crois, qui ne met pas d'un côté des bons, des méchants. C'est pas La Haine, pour ceux qui ont le souvenir de La Haine. C'est un film extrêmement différent, fort. Moi, on va tous regarder le palmarès tout à l'heure, mais on va tous aller voir ce film, surtout. Enfin, parce que vous l'avez vu, mais nous, on ira le voir quand il sortira. On est Français moyens, on n'est pas allé à Cannes, on n'a pas. On aura à Clichy et probablement à Fermeil, on organisera pour les habitants de nos territoires des projections, des projections, parce que c'est important que ce film soit vu ici aussi. Et ça aussi, c'est une réalité. On n'a pas de cinéma. On parlait tout à l'heure de cohérence. Moi, j'ai fait il n'y a pas de cinéma. On a fait une grande consultation. On a une piscine pour la première fois depuis il y a 4 ans qu'on a eu enfin une piscine ici. Donc oui, on n'est pas partout, et on est dans des territoires particuliers. Moi, j'ai fait une consultation il y a toute l'année dernière. Une des demandes premières pour les habitants de ce territoire, c'est d'avoir un cinéma. D'abord parce qu'on est enclavé et on peut pas aller facilement à Rosny chez notre ami Yvan, ou à Paris Nord. Tout est chez Yvan, alors. Non, tout est partout. Attendez, mais pas à Rosny-sous, ici. ils ont déjà le PC, la gendarmerie, bison futé, tout ça, c'est à Rosny-sous-Bois. Et on entend parler de Rosny depuis qu'on est tout petit. C'est le même territoire. Yves Riskovitch, on arrive au terme de ce débat. On a essayé de brasser beaucoup de choses. On n'a pu que survoler, évidemment. Un petit mot de conclusion. Je crois que la conclusion d'Olivier Xavier était très belle sur le film, parce que on n'avait pas prévu de terminer comme ça, mais quel lieu pour terminer sur ce sujet, et notamment aujourd'hui, alors que tout le monde attend le palmarès. Donc je laisserai cette conclusion là. Et puis je vous dis juste merci pour votre présence, et je vous donne rendez-vous mardi à Suresnes pour le prochain débat sur plutôt les problématiques d'habitat, donc les mêmes problématiques un peu qu'on a abordées ça se aujourd'hui, recoupe, mais ça se recoupe beaucoup d'un débat à l'autre, de toute façon. Notamment du musée avec l'histoire des cités-jardins, et le débat après la réunion publique qui aura lieu après. Et le débat se poursuit. Merci à vous dans le public. Applaudissements pour nos 6 élus experts. Merci à vous les internautes. Le débat de toute façon se poursuit sur métropolegrandparis.fr/Scott. À très bientôt.